Bonjour à toutes et à tous. Cette année, le Rwanda commémore les 25 ans du génocide des Tutsis. Si après 25 ans, on pourrait croire que tout a été dit et fait pour que les Rwandais puissent se réconcilier et revivre ensemble, on constate en fait que beaucoup de chemin reste à parcourir. Comment rendre la justice dans un pays où de très nombreuses personnes se sont rendues coupables de crimes contre l'humanité? Comment transmettre la mémoire du génocide aux jeunes générations qui souvent n'étaient pas nées à l'époque, mais qui en subissent aujourd'hui encore les conséquences? Comment faire enfin pour que les jeunes Rwandais puissent définitivement tourner la page de la haine et vivre vraiment ensemble? Pour aborder ces questions qui restent difficiles, voire tabous pour beaucoup, des Rwandais, un magistrat, une maman et 2 jeunes ont accepté de briser le silence et de donner leurs témoignages qui sont autant de signes positifs pour l'avenir. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir M. François-Xavier Nsanzouera. Monsieur Nsanzouera, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes magistrat et comme tel, vous avez été membre du bureau du procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous êtes actif aujourd'hui dans le cadre de l'ASBL RCN Justice et Démocratie, qui a développé un projet dont nous allons parler dans un instant. Nous accueillons aussi Marie-Aimable Umuwerwa, une maman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Merci. Gilbert Tegania et Shadia Hezukuri, pardon. Voilà, bienvenue à vous aussi. Donc vous êtes des Rwandais de la jeune génération. Vous avez participé à un projet de BIPAX dont nous allons également parler dans cette émission. Alors, sans plus attendre, je vous propose de visionner une première séquence où nous allons entendre 3 magistrats qui vont s'exprimer sur l'immense défi que représente le fait de devoir juger un nombre impressionnant de personnes qui se sont rendues coupables des génocides. Regardez, on se retrouve juste après avec nos invités. En 1994, le Rwanda, petit pays d'Afrique centrale, est plongé dans la période la plus sombre de son histoire. Pendant les 100 jours du génocide, près d'1 million de Tutsis et de Hutus modérés ont été massacrés. Et après cela, comment rendre justice? De manière multiple. Au Rwanda, via l'organisation de procès par les juridictions nationales ou les juridictions Gacaca. À Arusha, par le tribunal pénal international pour le Rwanda. En Belgique et dans d'autres pays occidentaux, à travers des procès sur base des lois de compétence universelle. RCN Justice et Démocratie, une ONG belge créée après le génocide et qui œuvre pour la restauration de l'état de droit dans les pays post-conflit ou en voie de développement, a interviewé 3 magistrats ayant contribué à cette justice. Une œuvre humaine avant tout, parce que si c'est là, c'est ici. C'est une justice compliquée. C'est une justice compliquée dans la mesure où le nombre d'auteurs est aussi vertigineux. Il fut une époque où je disais, si on devait faire la justice du génocide, on mettrait tous les Hutus en prison parce que celui qui n'a pas tué, n'a pas protégé. Il m'est arrivé de penser ça. Mais ce n'est pas ça la justice. Si une personne a commis un crime dans le cadre du génocide, il est clair pour moi que cela doit appeler une réponse judiciaire. En veillant bien sûr à apporter une certaine gradation quant au niveau de responsabilité des uns et des autres. Moi, je dis, la justice, elle a l'avantage, c'est qu'elle donne la parole à tout le monde sans préjugés. Et donc, elle va donner la parole aux victimes, bien entendu, aux témoins, et on pourra peut-être évoquer leur position chacun dans le procès qui est vraiment difficile, mais aussi on donne la parole à ceux qui sont accusés et de nouveau sans préjugés. Dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, il y a l'armée qui participe au massacre. Il y a la gendarmerie qui participe au massacre. Tu as les paysans Hutus qui massacrent le voisin Tutsi. Toute la société participe à ce crime. Et sans tomber dans la globalisation, il y a aussi des victimes quand même extrémistes. J'ai dénoncé des arrestations arbitraires, j'ai dénoncé des dénonciations calomnieuses,
ou des gens qui voulaient régler des comptes personnels. Tous les Hutus n'ont pas participé au génocide. Les rescapés Tutsis qui sont aujourd'hui au Rwanda ont été sauvés par des Hutus. Même si l'intention du pouvoir était d'amener le plus grand nombre de Hutus dans les massacres, dans le génocide, de les impliquer, il y a quand même des Hutus qui ont eu le courage de ne pas participer et d'autres qui ont encore des justes qui ont eu le courage de protéger, de cacher, de défendre. La responsabilité pénale, on le répète, est toujours individuelle. Même dans un cas de génocide, les Hutus qui ont commis le génocide n'ont pas commis au nom de tous les Hutus. Ils l'ont commis. Eux, ils sont individuellement responsables. Ces enfants ne sont pas héritiers de ça, de cette histoire de leurs parents. C'est l'histoire de leurs parents, que ce n'est pas leur histoire, ce n'est pas leur héritage. Ils ne doivent pas hériter de ça. J'ai jamais senti de la haine en moi vis-à-vis d'un génocidaire. Il reste des hommes, des femmes, comme nous tous, à part peut-être les cerveaux, les élites, la plupart des exécutants. Ouais, ce sont des bourreaux, ce sont des assassins, mais bon, ils sont aussi des victimes d'un pouvoir qui les a entraînés dans le génocide, qui les a manipulés pendant des années, parce que nous avons tendance à dire, oui, un génocidaire, c'est un animal, c'est quelqu'un qui n'a pas d'humanité. Non, ce sont des hommes, ce sont des femmes, comme nous, qui ont devenu des assassins, mais ce n'est pas des fous. Les crimes qu'ils ont commis sont abominables, inacceptables, mais cela n'empêche qu'ils soient humains comme nous. Voilà, François-Xavier Nsanzouera, on vous a vu dans ce reportage donner votre témoignage. Donc vous êtes magistrat, vous avez été membre du bureau du TPIR, constitué par l'ONU pour juger donc, des crimes, des génocides au Rwanda. Vous participez actuellement à un projet donc, mis en place par l'association belge RCN. C'est un projet qui consiste à former des magistrats à traiter des cas de génocide, quelque chose de tout à fait évidemment particulier. François-Xavier, est-ce que dans le cas du génocide des Tutsis, comme d'ailleurs dans le cas de tous les génocides, est-ce qu'une justice réparatrice est vraiment possible ? La justice réparatrice est possible, mais pas dans le sens, je dirais, classique du terme. Ce n'est pas une justice qui consiste à offrir, à donner aux victimes des compensations, des indemnisations. Elle est impossible. Dans le cas du Rwanda, par exemple, le nombre de victimes est immense. Donc on ne peut pas réparer, on ne peut pas indemniser les victimes. Et puis c'est un pays pauvre. Par contre, la justice réparatrice dans le sens où le bourreau, l'auteur, se met, je dirais, en dialogue avec la victime, ça c'est possible. La réparation, je dirais, des cœurs, la réparation dans le sens de reconstruire une nouvelle société ensemble. Le bourreau et la victime qui se mettent ensemble pour la reconstruction d'un pays. Cette justice réparatrice est possible. Mais la réparation dans le sens classique du terme, elle est impossible. Et puis, vous savez, à une veuve qui a perdu ses enfants et son mari, quelle sorte de réparation? À un homme qui a perdu sa femme et ses enfants, quelle sorte de réparation? Elle est impossible. Mais la réparation dans le sens de reconstruire une nouvelle société entre les bourreaux et leurs victimes, ça c'est possible. Et ça se fait, le Rwanda est sur ce chemin.
Alors dans le reportage aussi qu'on a vu, vous évoquez l'existence parfois d'arrestations arbitraires, des dénonciations calomnieuses. Est-ce que vous avez été vous-même confronté parfois à des faux témoignages à l'encontre d'accusés? Vous rappelez d'ailleurs que tous les Hutus ne sont pas génocidaires. Je l'ai dit et je le redis, les Hutus qui ont participé au génocide ne l'ont pas fait au nom de leur ethnie, au nom de leur communauté. Ce génocide a été préparé par des élites, donc des gens intelligents qui ont impliqué la majorité des paysans Hutus. Je ne sais pas si je peux à votre question. On peut revenir sur la question? Oui. Donc des faux témoignages. Oui, des faux témoignages, oui. Pardon. Oui, ça, je m'excuse. En fait, à la fin du génocide, les gens ont tout perdu. Les victimes ont tout perdu, même les bourreaux ont tout perdu parce qu'il y a les effets de la guerre. Donc, à la fin du génocide, dans cette situation, je dirais, où toutes les personnes recommencent à vivre, je dirais, matériellement, il y a certains rescapés qui veulent des biens matériels parce qu'ils ont tout perdu et qui accusent le voisin ou d'autres personnes pour des biens matériels. Donc, il y a eu des cas comme ça. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a eu. Il y a eu aussi des cas de jalousie, quelqu'un qui voulait occuper le poste d'un ancien collègue et qui disait, oui, il a participé au génocide, alors que la personne n'a pas participé au génocide. Donc, les premières années, on a assisté à ce genre de dénonciation, de règlement de comptes. Même au sein des familles, des bourreaux, il y a eu des membres des familles Hutus qui accusaient leurs frères, leurs cousins de participation au génocide, juste pour s'accaparer des terres de la famille. Parce que n'oublions pas qu'on est dans un pays surpeuplé avec une grande population et sur un petit territoire. Donc, ça existait, mais ce n'était pas généralisé. Alors, vous avez dit aussi dans le reportage qu'il ne faut pas faire porter la responsabilité du génocide aux enfants, aux jeunes générations. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive, qu'on reproche aujourd'hui aux enfants, ce qui s'est passé? Oui, ça arrive, et je dirais dans les deux communautés. L'extrémisme n'appartient pas à une seule communauté. J'ai entendu des fois des rescapés qui disaient oui, bon, tous les Hutus sont des génocidaires, celui qui n'a pas tué, n'a pas sauvé, ou n'a pas dénoncé l'auteur. Et je dis non. Je dis non parce que tous les paysans Hutus étaient, je dirais, mobilisés par les autorités administratives. Ils étaient appelés à errer sur des barrages, à tuer leurs voisins Tutsis. Mais tous ne l'ont pas fait. Il y en a qui ont eu le courage de sauver, de cacher leurs voisins Tutsis, au risque de leur propre vie. Mais vous avez aussi, par exemple, des Hutus mariés à des Tutsis qui n'ont pas eu le courage de sauver leurs propres épouses. Donc, qui ont livré aux assassins la maman de leurs enfants. Ça, c'est le geste, je dirais, le plus abominable qui soit. Donc, la jeune génération des Hutus qui ont participé au génocide, même là, je dirais, les enfants du Kone Bagosora, qu'on considère comme le cerveau du génocide, ne doivent pas porter cet héritage. Les Bagosora et les autres qui ont participé au génocide l'ont fait pour leurs propres raisons. Je dirais raison entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de raison d'exterminer toute une population. Donc, les enfants ne doivent pas porter cet héritage. Le problème qui se passe aujourd'hui au sein de la diaspora, à l'étranger, surtout en Occident, c'est que certains de ces enfants
veut porter cet héritage. Et je trouve que c'est dangereux dans la mesure où ces enfants, comme ils sont bien éduqués, ils ne nient pas le génocide des Tutsis. Par contre, ils disent se battre pour la reconnaissance du génocide des Hutus. Il y a eu des Hutus qui ont été tués. Et pendant le génocide par les extrémistes Hutus, il y a eu des Hutus qui ont été tués par des soldats du Front patriotique rwandais. Et ça, juridiquement, comme ancien membre du bureau du procureur, ce sont des crimes de guerre. Ce n'est pas un génocide. J'ai dit, je le dis et je le dirai toujours, il n'y a pas eu un génocide contre les Hutus. Il y a eu des crimes de guerre dont les Hutus ont été victimes. Mais on ne peut pas, même si les crimes de guerre sont des crimes aussi abominables, on ne peut pas comparer les crimes de guerre et le génocide. Bien, merci beaucoup de le préciser. François-Xavier Nsanzouera, à propos des jeunes Rwandais, en particulier de ceux qui vivent en Belgique et donc qui sont parfois nés ici, il semble qu'il n'est pas du tout facile de parler du génocide avec leurs parents. Ceux-ci ne savent pas toujours comment faire, ni quoi dire, ni quoi transmettre à leurs enfants, au point qu'on peut parfois parler d'une véritable culture du non-dit, qui n'est ni les parents ni les enfants, évidemment, à assimiler ce passé douloureux. Alors, pour illustrer ce fait, je vous propose de regarder un deuxième film qui est le reportage qui va montrer donc des parents et des jeunes confrontés à cette difficulté. Si je parle souvent du génocide avec mes enfants, c'est pas évident. Ça dépend. Je pense que je ne m'assieds pas avec les enfants. Allez, venez, je vais vous parler du passé. En Belgique, en famille, nous parlions de tout, sauf de tout ce que nous avions vécu en 94 et 95. Mes parents n'ont pas eu le temps de me parler de mon passé parce que ils sont partis très tôt. Oui, j'aurais voulu savoir plus. Avec leurs amis, ils en parlent très très souvent. Donc dès qu'ils sont entre Rwandais, la discussion en vient toujours ou très très régulièrement à tout ce qui est la question du génocide, que ce soit avant, pendant ou après en fait. On ne va pas se mentir, on ne se parle pas directement du passé, tout ce qui est lié au génocide, parce que y a tout ce tabou, je pense, qui est encore lié au génocide. Là, j'aimerais bien le savoir, mais avant, je pense que peut-être aussi j'étais trop jeune pour entendre tous les récits de guerre, et même quand j'entends maintenant, ça reste... C'est honteux. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est tellement honteux. Il y a une crainte, c'est de la folie. Et on a honte de transmettre de la folie. Parce que c'est comme un petit peu raconter une histoire à quelqu'un, c'est très bizarre, mais c'est beaucoup plus facile d'en parler avec quelqu'un d'autre que d'en parler avec quelqu'un qui l'a vécu. Parce qu'on sent la douleur parfois, la peine que la personne ressent, et peut-être qu'on n'a pas forcément envie de partager un moment pareil avec... Je savais que le meilleur moyen de soigner le traumatisme, c'est d'en parler. D'autre part, à l'extérieur, je répondais facilement aux sollicitations de qui voulait écouter mon témoignage. Je pense que les jeunes entre eux en parlent. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est ce qu'ils voient dans les médias. C'est ce que le copain sait. Mais ce n'est pas vraiment la vraie histoire. C'est une très bonne question. Et je n'en parle pas, en fait. On n'en parle pas du tout, alors que je côtoie souvent des personnes de mon âge. On n'en parle pas, mais on parle plus de notre vécu en tant que jeunes ayant une double culture européenne et africaine et installée en Belgique, disons. On parle plus de ça et des difficultés auxquelles on fait face. La culture rwandaise, ça reste une culture de non-dit en général, en fait. On a toujours été éduqués comme ça, donc on a cette relation où on ne dit pas les choses, et encore moins quand c'est privé. Moi, personnellement, je n'en parle pas avec les autres. J'ai aussi fait le choix de ne pas en parler. On parle peut-être plus des questions actuelles, liées aux tensions actuelles au Rwanda, au Burundi ou autres, mais par rapport au génocide en lui-même, non. Alors oui,
le passé, qu'il soit dit ou non dit, impacte de toute façon la génération suivante. Et ils ne savent pas avancer non plus, avec des manquements. Il y a ça s'appelle comment, des boules qui manquent. Et tant que ça manque, l'enfant ne saura pas avancer comme il faut. Parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, on va quand même si on n'a pas eu la connaissance de son passé, on va quand même se poser des questions. Peut-être pas maintenant, peut-être pas 25 ans après, peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, quand on y sera confronté d'une autre manière, peut-être par nos propres enfants, tout simplement. Marie-Aimable Oumoureroa, on vient de vous voir dans ce reportage. En quoi est-ce difficile pour vous de parler des événements avec vos enfants? C'est tellement difficile dans ce sens que nous ne savons pas. Moi, je ne sais pas réellement mettre des mots à ce qui s'est passé. Et quand je ne sais pas mettre des mots, je ne parviens pas à le dire à mes enfants. D'autre part, c'est tellement douloureux. Pour ce qui me concerne, c'est tellement douloureux. Et j'ai du mal à me dire que je vais m'appuyer sur mes enfants. Alors que c'est quelque chose de très, très douloureux. Voilà. Pour moi, c'est la grande difficulté que j'ai. Gilberte Gagna, on vous voit aussi dans le reportage. Vos parents n'ont pas pu vous transmettre cette mémoire, mais vous avez quand même le sentiment que ce génocide pèse concrètement sur votre vie. Ça vous influence? Oui, ça m'a influencé, puisqu'après, une fois avoir perdu, j'ai dû être pris en charge par d'autres membres de la famille. Et du coup, on avance, mais en même temps en regardant en arrière. Et du coup, quand on commence à grandir, on se pose la question, mon histoire, comment je pourrais l'expliquer à quelqu'un d'autre? Est-ce que moi-même, je comprends cette histoire? Voilà, donc des difficultés vraiment réelles pour les parents et pour les jeunes. Alors, pour aider parents et enfants, justement, à parler du génocide, l'ASBL catholique BIPAX, qui lutte pour la paix dans le monde, a créé des groupes de parole inter-rwandais où chacun peut s'exprimer librement. Je vous propose de voir un extrait de ces groupes de parole. Notre génération, en fait, on est dans le déni. On parle toujours des événements, on ne met pas on ne les nomme pas. Et Chadi, à la fois passée, est venue avec tant d'histoires qu'on lui a racontées. Elle m'a dit, maman, c'est vrai que ça s'est passé comme ça, comme ça. Et je me suis dit, vraiment, on est bête, il faut qu'on les raconte. Et moi, j'ai une question justement sur ça aux jeunes. Par rapport à des passés comme celui du Burundi, celui du Rwanda, où il y a eu des tensions, des guerres, même des génocides, etc. C'est vrai, chacun raconte son histoire comme il l'entend, quand il le raconte, quand il ne fait pas de l'assimilation. Vous, comme jeune, comment vous ressentez ça? Est-ce que vous dites, écoute, ces gens, ils nous cachent des choses, ou bien ils n'ont pas le courage de nous dire qu'est-ce qui s'est passé, et comment ça vous impacte? Comment vous ressentez une situation pareille? C'est vraiment pas l'idéal que nos parents, c'est dur à dire, que nos parents, on s'assoit juste avec nos parents et qu'on parle, et eux nous parlent de cette histoire. Je m'explique. C'est comme, je donne un exemple, c'est comme si tu allais dans un centre d'asile. Ça va être dur, mais c'est la réalité. C'est comme si tu allais dans un centre d'asile avec plein de fous, et tu amènes un fou, et c'est les fous qui soignent les fous. Tu as raison. Donc, non mais je m'explique. Dans le sens où c'est des gens qui ont encore des plaies ouvertes, qui sont blessés, donc ils ont encore plein de colère, et le conflit ne date même pas il y a 20 ans, ils sont pleins de colère. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre comme histoire? Ils vont transmettre juste leur colère, et tout le monde n'est pas objectif, tout le monde n'est pas très objectif sur ces... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'ai bien exprimé, donc tout le monde ne sera pas très objectif et dire tiens voilà, on avait quelque chose de mauvais, maintenant voilà, on va passer à autre chose. C'est dans ce sens-là que je veux dire, quoi. Oui, mais je pense que c'est important qu'eux aussi racontent leur histoire pour donner leur vérité. Parce que toi, de toute façon, tu vas, comme tu disais, on va chercher nos informations ailleurs. Ok? Mais c'est important d'avoir quand même
ce que ses propres parents estiment être leur vérité. Oui, j'allais compléter, j'allais dire, donc voilà, c'est vrai que j'ai donné l'exemple de l'asile. Dans un asile, c'est vrai, mais il y a, comment dire, je trouve qu'il faudrait plutôt donc avoir ce genre de débat, oui, avec les parents, je suis tout à fait d'accord, mais pas seul, parce que je trouve que c'est quand même, on a été marqué, on devrait mettre un cadre, on va dire, accompagné, dans un cadre régi par quelqu'un de neutre et de professionnel. Je pense qu'on transmettrait leur vérité et ce que les parents veulent nous transmettre, mais aussi avec une leçon derrière. Oui, même ici, le groupe de parole, c'est intéressant. Tout à fait. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est plus facile pour vous et pour nous d'aborder cette question quand on est en groupe que face à face. Il y a moins, je pense, d'enjeux émotionnels parce que vous êtes plusieurs, nous, on est plusieurs, donc ça fait un soutien. Ça fait un soutien pour pouvoir, même si on va pas expliciter les choses vraiment, c'est déjà un travail de transmission qui est fait ici, qui est beaucoup plus important que sans doute tout ce qu'on a eu déjà dans notre passé, mais c'est une bonne initiative parce qu'on en parle quand même d'une manière ou d'une autre. Ça, je pense que c'est quand même intéressant. Parce que comme on disait au départ, on ne savait pas très bien ce qu'on allait en tirer, on ne voyait pas très bien, et pourtant à chaque réunion où on se voit, il y a toujours des choses à dire en fait, et c'est ça qui est étonnant. Alors Shadia, on arrive déjà presque au terme de l'émission, mais peut-être simplement vous laisser aussi réagir. Vous participez aussi parfois à ces groupes de parole. Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que ça vous apporte? On l'a un peu évoqué dans le reportage ici, Marie-Aimée l'a très bien dit. Je pense que c'est intéressant d'avoir un cadre et un lieu neutre où il y a moyen de poser un dialogue qui est impossible en fait à la maison ou dans un contexte plus du quotidien. Et c'est vrai que moi, c'est dans cette démarche-là que j'ai amené aussi ma maman. Et on a un peu évoqué aussi dans le reportage le parallèle avec le Burundi où la question ethnique s'est aussi posée. Oui. Et pour moi, c'était vraiment un outil en fait pour amorcer la conversation avec elle dans un cadre défini et avec d'autres personnes aussi. Parce que c'est vrai que je pense que pour des parents, il y a pas mal peut-être de regrets ou des choses comme ça, et être dans un cadre comme ça où on ne se sent pas jugé et où on est avec d'autres parents, c'est peut-être plus simple qu'en tête-à-tête avec ses enfants. Donc voilà. Eh bien, merci à tous les quatre d'être venus nous apporter vos témoignages sur le génocide rwandais 25 ans après. Pour terminer, voilà, je vous présente le livre publié récemment par François-Xavier Nsanzouera, La Battante. Si vous voulez le lire, voilà, c'est disponible. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur RTBF Ovio ou sur le site catobel.be. Merci et à très bientôt.